Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du JT Agité. Aujourd'hui, notre dossier sera consacré au coût de l'écologie. Nous accueillerons à ce sujet M. MKD qui viendra nous éclairer. En attendant, quelques infos. La semaine dernière, Roselyne Bachelot s'entretenait avec certains de nos confrères au sujet des complémentaires santé. Quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires des organismes complémentaires, on constate que les cotisations sociales, les cotisations qui paient les organismes complémentaires ont certes augmenté de 30% dans les 10 dernières années, mais que dans les 4 ans qui viennent de s'écouler, la marge bénéficiaire de ces organismes complémentaires est passée de 12 à 23%. Et elle nous annonce tranquillement que ça fait 4 ans qu'on se fait enfler. Pas question donc de reculer, mais Xavier Darcos est prêt à quelques ajustements, notamment dans les académies de Créteil et de Versailles, très mobilisées depuis le début du mouvement. Lycéen, tu l'as compris. Là où tu seras dans la rue, comme à Créteil et Versailles, tu seras entendu par ton ministre Xavier Darcos. Si c'est pas un appel à la désobéissance civile, ça? Certains sportifs sont prêts à boycotter la Chine. Qu'en est-il de nos entreprises? Notre entreprise d'une certaine taille a un défi ou une opportunité chinoise. Et donc le fait d'être proche de la Chine, même si on n'investit pas en Chine, est important, puisque nos entreprises européennes, françaises, ont à traiter avec la Chine. En ce qui concerne la Chine, j'adopterai le même principe que les entreprises européennes. Bonsoir. Attention les schtroumpfs, cachez-vous, car Gabriel arrive. Y aurait-il des tensions dans le couple Sarkozy? Jean-Pierre Raffarin nous fait des révélations. Le jour où il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus de couple présidentiel, et le jour où il y a rupture de loyauté, il y a rupture du couple. J'ai vécu 3 années avec Nicolas Sarkozy, il faut être souvent avec lui, dans le sens où j'étais dans le passé. Jean-Pierre Raffarin est un homme nouveau. Quel est donc son secret? Car j'ai toujours fait en sorte que l'éthique soit quelque chose d'essentiel, et moi le matin, quand je me lève, je suis à l'aise. Le slip éthique. Le slip qui soutient les partis politiques. Et moi le matin, quand je me lève, je suis à l'aise. Et maintenant, notre dossier. On parle beaucoup du pouvoir d'achat en ce moment. Pouvoir d'achat, c'est une notion assez compliquée. On s'est penché dessus au JT Agité, on s'est renseigné, on n'a pas bien compris comment ça se passait. Alors on va plutôt parler de quelque chose de beaucoup plus simple, la hausse des prix. La hausse des prix, on nous explique que c'est dû au prix des matières premières qui augmente, ou alors au prix de l'écologie. Et oui, consommer écolo, produire écolo, ça coûte cher. Alors, Monsieur MKD, notre expert, bonjour, va nous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, Monsieur MKD, première question, qui paye l'écologie? Alors, qui paye l'écologie et surtout comment? Dans les théories environnementales, d'abord un principe, c'est le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur, c'est celui qui pollue, au final, paye. Ça paraît plutôt être un bon principe. Et assez équitable au final. L'idée derrière cette théorie étant que puisque les produits qui polluent sont taxés, eh bien les producteurs devraient logiquement tout mettre en œuvre pour créer des produits non polluants. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Exemple, la taxe bien connue sur les déchets des équipements électriques et électroniques, la D3E. Une taxe que vous payez en tant que consommateur lorsque vous achetez un téléviseur, lorsque vous achetez un réfrigérateur. Donc c'est le consommateur qui paye. C'est une taxe à la consommation. Qui dit taxe à la consommation dit impact direct sur le panier des ménagères. Donc on paye, mais on paye pour quoi? Alors on peut, dans la théorie, payer pour plusieurs choses. Des États européens ont choisi par exemple de le répercuter sous forme de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt. D'autres ont choisi de le répercuter sur des abaissements de charges sociales. Tout ça crée ce qu'on appelle un double dividende, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice environnemental à la base, qui est le premier dividende recherché, mais on y greffe à côté un dividende socio-économique, fiscal, que sais-je. Et en France, comment ça se passe alors? Alors, en France, on a choisi une solution un peu du simple dividende, j'allais dire, puisqu'en fait, la taxe sur les D3E va servir en fait à financer le circuit de retraitement de ces mêmes déchets. C'est-à-dire que le dividende environnemental est double en quelque sorte, mais c'est un simple dividende qui se mord un peu la queue. Ça demande quand même une certaine souplesse. Le principe du pollueur-payeur est en essence un système souple. Exemple des sacs plastiques. Les sacs plastiques. Les sacs plastiques dans la grande distribution. Autrefois, la grande distribution avait le droit d'avoir des sacs plastiques et de les donner à ses clients. Aujourd'hui, c'est interdit. Il faut qu'ils soient recyclables. Eh bien, que cela tienne. Maintenant, on fait fabriquer des sacs plastiques biodégradables,
on les vend. 3 centimes d'euros. En plus, on fait fabriquer des sacs magasins, cette espèce de grands sacs magasins que vous voyez aujourd'hui dans tous les magasins, et on les vend aussi aux clients. Du coup, c'est l'entreprise qui y gagne. Et le consommateur qui voit, lui, son budget de course tous les jours augmenter. D'accord, bah, c'était très clair. Merci beaucoup, monsieur MKD. Et maintenant, pour terminer ce premier JT agité, nous allons retrouver la chronique de monsieur Newton. Merci JT. Dans le cadre de notre rubrique Nos chers disparus, j'aurais dû vous entretenir aujourd'hui de Jacques Toubon et de cette surprenante reconversion au sein du cirque Zanini. Mais il m'est arrivé récemment une aventure originale que j'aimerais ici vous narrer. Figurez-vous que la semaine dernière, afin de pallier à mes besoins fondamentaux, une faim mordante qui me tiraillait l'estomac jusqu'aux larmes, j'ouvre le frigo et la catastrophe! Une vision d'horreur s'offre à moi sous la forme d'un ustensile à froid ventilé et désespérément vide de toute denrée périssable. L'estomac dans les talons et criant famine, je me rue vers la moyenne surface, la plus proche de mon domicile, avec en tête l'idée d'effectuer un ravitaillement massif. Je me souviens, il faisait extrêmement froid sur là. Mes courses faites, remarquons ensemble, pendant qu'on y est, à quel point on achète peu de choses avec 50 €, mes courses faites, donc, je m'apprêtais à m'en retourner chez moi, remplir mon indispensable élément de cuisine, lorsqu'une plaque de verglas malencontreuse et inopportune brisa net mon élan, me faisant tomber nez à nez, plutôt nez contre nez, avec une forme de type humaine et masculine, assise en tailleur à même le sol. L'individu était enveloppé dans une couverture miteuse qui avait dû être écossaise en son temps, et répandait une forte odeur de graillon. L'épisode qui s'ensuivit fut rien moins qu'édifiant. Je me fais fort de vous en conter la teneur. Mais enfin, mon brave, ça va pas de jour au croche-patte par un temps pareil, interpellai-je l'opportun. Vous n'avez pas mieux à faire que faire choir les honnêtes gens. Une petite pièce, articula-t-il avec, me semble-t-il, un fort accent des pays de l'Est. Hongrie, Bulgarie, Suisse, peut-être, je ne saurais dire. Bon sang, un touriste, me dis-je alors. Écoutez, mon jeune ami, si vous n'avez qu'une pièce, et petite de surcroît, il va falloir vous en contenter. J'avoue que je n'avais à ce point de la conversation pour seul objectif que d'abréger l'épisode afin de m'en aller au plus vite retrouver la douce chaleur de mes pénates. Ce n'est pas de ma faute si les hôtels sont pleins en ce moment et qu'il ne reste que les moins bonnes chambres. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et agissez comme le font tous ceux qui, comme vous, s'en viennent voir notre beau pays. Allez faire un tour, visiter un musée, que sais-je, aller boire un coup. Une petite pièce pour manger, bredouilla-t-il. Je comprends votre émoi, mon bon. Compte tenu de l'odeur forte qui émane de votre personne, j'en déduis que le restaurant de l'hôtel n'est pas fameux. Et là, j'imagine, un voyage organisé qui tourne mal, un hôtel miteux et une nourriture désespérément scandaleuse. C'est désolant lorsqu'on est dans un pays où la gastronomie est érigée au rang d'ultime savoir-vivre. Vous avez donc choisi la solution alternative, vous adressez à des autochtones afin de glaner de quoi pouvoir manger dignement. Eh bien tenez mon bon, voici 20 €. Il y a par ici des gargotes sympathiques où l'on mange très bien pour pas cher. Ce serait dommage que des contraintes matérielles vous empêchent de profiter pleinement de votre séjour parmi nous. Une fois revenu chez moi, et après m'être repu d'un repas somme toute copieux, je me dis quand même qu'il serait grand temps que l'on accueille plus chaleureusement tous ces touristes. C'est vrai quoi, si ça continue, on va vraiment finir par les prendre pour des clochards.